Salut à toi et bienvenue. Je vais essayer de parler un petit peu mieux qu'hier, parce qu'hier c'était quand même pas trop ça. J'espère que ta semaine déjà s'est bien passée, qu'elle est pas trop dure. Moi c'était assez intense. Aujourd'hui je voulais parler de réseautage, de copinage dans le monde du freelancing. Alors, tout simplement, il y a quelques temps j'avais fait un dîner avec des abonnés, avec 4 ou 5 abonnés. On était 4 en tout, donc avec 3 abonnés au final. Euh, et il y avait une des personnes qui se reconnaîtra peut-être que tu regardes cette vidéo si tu es sur YouTube, peut-être que tu écoutes le podcast. Il y avait une des personnes donc une des abonnés, qui était freelance et qui revenait d'un pays anglo-saxon, c'était soit l'Angleterre, soit les États-Unis, il me semble, mais en tout cas elle avait eu des expériences dans des pays anglo-saxons et elle me disait que c'était beaucoup plus facile de trouver du boulot en tant que freelance dans ces pays-là, qui avaient beaucoup moins besoin de connaître des personnes. Il y avait moins besoin d'être pistonné, on va dire. Et moi, alors, ça m'a pas vraiment étonné, parce que je sais qu'en France, et particulièrement dans certains milieux, et dans le freelancing, du coup, on va en parler, il faut absolument connaître des gens pour trouver du travail. Le freelancing, tu sais, alors tu le sais peut-être pas, mais il me semble en avoir déjà parlé dans le podcast, c'est extrêmement développé aux États-Unis notamment, et donc plus dans les pays anglo-saxons, en Angleterre aussi. Aux États-Unis, ça représente 40%, il me semble, des travailleurs. 40% des travailleurs sont freelance. Donc les personnes, les boîtes qui embauchent des freelances, enfin qui prennent des freelances pour travailler, sont très très habitués au freelance. C'est pas la norme, mais presque. Ils ont énormément d'indépendants avec qui ils travaillent. Donc, il y a moins besoin de pistons, de connaître la bonne personne pour trouver un job. En France, c'est totalement différent. En France, on a beaucoup, et peut-être aux États-Unis, etc. aussi, hein, peut-être, hein, mais je veux dire, je connais pas très bien pour le coup comment ça fonctionne, mais ce que je sais, c'est qu'en France, il y a besoin, et dans énormément de domaines, de pistons. Il faut connaître les bonnes personnes pour trouver un job. Je te parle de freelancing parce que c'est ce dont je parle dans le podcast, mais pas que. Dans plein de domaines de la culture, l'art, la communication, de manière générale, il faut connaître des personnes souvent pour trouver un job. Moi, ça a été mon cas pour trouver mon travail de publicitaire. La raison pour laquelle j'ai réussi en tant que salarié à trouver un job, et c'était un stage à l'époque, seulement c'était même pas encore un job, la raison pour laquelle j'ai réussi à trouver un stage à l'époque, c'était parce que quelqu'un qui connaissait quelqu'un m'a recommandé quelqu'un. Bref, il y avait plusieurs couches comme ça qui m'ont permis de rencontrer quelqu'un, qui m'a ensuite recommandé à quelqu'un, qui m'a permis d'avoir un job. Mais c'est dans le milieu de la publicité notamment, tout comme l'art et la communication de manière générale, c'est extrêmement fermé. Et si tu connais pas une personne en particulier, une personne qui a du pouvoir pour t'embaucher, bah, c'est un petit peu compliqué de rentrer dans la boîte. Et c'est le cas en freelancing. Ce que la personne me disait, ce que l'abonné me disait, c'est qu'en France, aux États-Unis, la fille, elle était ultra calée. Enfin, elle a un super book, je l'ai vu, super balèze. Et du coup, tu peux te dire, mais c'est chaud, mais elle trouvait pas, et au moment où on se parlait, elle trouvait pas de boîte qui était intéressée en fait par ses services. C'était compliqué de passer la porte parce que elle connaissait pas forcément, elle n'avait pas de gros réseau en France. Alors que elle avait un super book et aux États-Unis, on l'accueillait les bras grands ouverts pour travailler, quoi. Donc c'était un petit peu étonnant. Elle était ultra déçue de cette approche française. Elle était ultra déçue qu'il faille absolument faire du copinage, connaître les bonnes personnes pour trouver du boulot en freelance. Moi, ça m'étonne pas. Ce qu'il faut en être conscient. Il y a plusieurs, il y a plusieurs stratégies. Soit, et c'est souvent la stratégie qui est adoptée au début, soit tu travailles avec des agences de communication, en tant que freelance, hein, je dis, soit tu travailles avec des agences de communication, des boîtes de production, des studios de design, bref, avec des petites boîtes enfin des petites ou grosses, hein, mais qui embauchent régulièrement des freelances. Tu es sûrement dans un de ces secteurs. Si tu es développeur, il y a d'autres types de boîtes que je connais moins, mais c'est un petit peu le même délire. Soit tu bosses avec ces boîtes-là, soit tu bosses avec des marques en direct. Ça, j'en ai déjà parlé, mais non pas avec des boîtes qui sous-traitent le travail par des freelances et qui empochent entre les deux une bonne grosse somme.
Donc soit tu travailles avec ces boîtes-là, soit tu travailles directement avec des clients qui te payent, enfin en fait qui travaillent en direct avec des freelances. Il y a ces deux stratégies-là. Le plus simple quand on débute, c'est de frapper à la porte des agences. Et donc des agences, des boîtes de prod, bref, des boîtes qui ont l'habitude de travailler avec des indépendants, avec des freelances. Ça, en général, moi, c'est ce que je recommande. Pour moi, vraiment, à long terme, ce qu'il faut que tu fasses absolument pour t'en sortir et gagner plus, moi, c'est ce que je fais. Je travaille avec aucune agence, ça m'est déjà arrivé, ça peut m'arriver de temps en temps, vraiment. Et encore, non, ça fait quoi? Ça fait super longtemps, honnêtement, que j'ai pas travaillé avec une agence, parce qu'en général, ça me saoule et je refuse le truc. Et parce que j'ai largement assez de clients en direct avec qui je travaille, je préfère travailler en direct avec les clients parce que c'est plus intéressant financièrement et c'est beaucoup moins prise de tête. Mais en général, voilà, à long terme, ce qu'il vaut mieux faire, c'est privilégier les clients en direct. Mais au départ, quand voilà, t'es pas spécialisé notamment, parce que les agences, en fait, elles cherchent pas forcément des personnes spécialisées, elles cherchent des graphistes, des community managers, des concepteurs rédacteurs, bref, elles cherchent des personnes qui savent un peu tout faire, contrairement à ce que moi je te dis de faire, parce que moi mon but c'est de t'aider en fait à gagner plus que la moyenne des freelances. Et donc pour ça, je te dis de te spécialiser et de travailler avec des clients en direct. Donc ça, c'est plus pour les... Voilà, c'est comment dire, l'idéal. Les agences, les boîtes de production, etc., ce qu'elles cherchent, c'est des personnes qui sont vraiment polyvalentes. Le problème, c'est que souvent, pour atteindre ces boîtes-là, donc il faut connaître la bonne personne. Et moi, je peux te le dire, je connais très très bien ce monde-là, des agences de communication, et ça peut être un gros frein. Il y a plein de gens qui me disent comment est-ce que je fais pour travailler avec les boîtes de com, etc. Ce que je dis en général, le mieux, quand on veut se lancer en tant qu'indépendant, le mieux c'est d'avoir bossé déjà en agence de communication ou boîte de prod, bref, dans ce genre de petites structures, ou de grosses structures d'ailleurs, mais ce genre spécifique de structure, avant de se lancer. Pourquoi ? Simplement parce que ça te permet de te faire un réseau en fait. C'est-à-dire que ça te permet de... Moi, ce que j'ai fait pour... gagner mon premier argent, enfin mes premières sommes en tant que freelance, ce que j'ai fait, c'est que j'ai travaillé avec mon ancien employeur. J'ai dit à mon employeur, donc mon agence de publicité, je leur ai dit je me lance en indépendant, et vu qu'ils avaient des besoins, ils m'ont embauché, ils m'ont dit bon on a besoin de toi sur tel projet. Ça a duré quelques mois, ça m'a permis de mettre pas mal d'argent de côté pour notamment trouver des clients en direct par la suite. Mais j'avais un énorme avantage, j'étais à Paris. Déjà, donc dans une grande ville, il y a Paris, il y a d'autres villes, hein. Il y a Bordeaux, il y a Marseille, il y a Lyon, il y a Lille, il y a Nantes, bref, il y a énormément de villes. Il ne s'agit pas de dire que tout est à Paris, c'est pas vrai, même si énormément d'agences quand même de communication, notamment si tu es dans ce milieu-là, sont à Paris. Mais en tout cas, j'avais un gros avantage par rapport à ça parce que j'étais à Paris dans une des plus grosses agences de communication qui avait énormément de besoins et qui payait bien. Donc ça, moi, j'ai eu de la chance par rapport à ça, mais c'est pas le cas de tout le monde. Le moyen du coup pour commencer, si t'es pas spécialisé, etc., c'est pour moi de se lancer, non pas tête baissée direct après tes études et chercher des clients, mais de commencer en agence de communication, mais même pas forcément longtemps, tu vois, mais un petit temps, histoire de connaître du monde, histoire de réseauter un petit peu. Moi, je connais aujourd'hui plein de gens dans des agences. Je connais énormément de monde et il me suffit en réalité, si je voulais travailler avec des agences, il me suffit de passer quelques coups de téléphone, d'envoyer quelques messages pour trouver du travail. Ça vraiment, en toute honnêteté, je peux te le dire, il suffit pour moi d'appeler quelques personnes parce que j'ai des amis en agence de communication, des amis que je vois de temps en temps, des amis que je vois plus régulièrement, mais j'ai des personnes que je connais bien qui travaillent dans ces agences. Ça, c'est un atout quand tu as été dans ce milieu-là. Le problème, c'est que quand tu n'as pas été dans ce milieu-là, c'est souvent une barrière pas infranchissable, mais c'est-à-dire que on te répond pas beaucoup, quoi. Moi, il y a des gens qui me disent mais comment est-ce que je fais, à qui je dois écrire pour pouvoir avoir une réponse, pour que quelqu'un derrière daigne me répondre. Ce qu'il faut que tu fasses, et notamment sur LinkedIn, c'est connaître exactement les personnes qui embauchent des freelances, des personnes qui ont le pouvoir de dire bon, on va faire appel à un freelance pour telle ou telle prestation. En agence de publicité, je les connais pas tous, mais en agence de publicité, dans les grosses agences, c'est souvent le rôle du trafic création. Si tu es créatif, hein, si tu es, tu vois, monteur ou graphiste ou concepteur rédacteur, enfin bref, si tu as un métier créatif, la personne que tu dois contacter en agence, et notamment que tu dois cibler sur LinkedIn, c'est le trafic création. Le trafic création, c'est un pôle qui en gros qui est l'interface entre les créatifs en agence et les commerciaux, qui en gros répartit le travail donné par les commerciaux aux créatifs. Donc si tu t'entends bien avec le pôle trafic création en agence,
bah, tu as des chances d'avoir du boulot régulièrement. Moi, j'ai pas forcément entretenu beaucoup de relations avec les pôles création que je connais, mais j'en connais et je sais que si je veux, je peux les contacter et je peux avoir éventuellement du travail. Mais du coup, il faut être conscient de ça, il faut être conscient, pardon, je suis encore enrhumé, il faut être conscient que y a des postes précis que tu dois cibler. Je donne un autre exemple, c'est des exemples très très précis pour le coup, ça te concerne peut-être pas forcément, mais ça, il suffit de réfléchir en fait par rapport à toi ce que tu fais. Il faut savoir qu'il y a des postes précis qu'il faut que tu cibles, notamment sur LinkedIn. Alors, si tu as une boîte de prod, si tu es monteur ou peu importe, souvent donc il y a le trafic création qui est plus pour les graphistes, les concepteurs rédacteurs, etc. Mais ceux avec qui tu dois être en relation quand tu as une boîte de production, par exemple, que tu fais du montage ou des films et tout, c'est le pôle achat d'art. L'achat d'art, c'est le pôle dans les grosses agences. Encore une fois, toutes les agences n'ont pas ce genre de pôle, mais là je te parle vraiment des grosses structures. L'achat d'art, en fait, c'est le pôle qui va dire bon, bah, on a une liste de boîtes de production, de boîtes voilà, de photographes, etc. Et ils présentent ces différentes boîtes aux créatifs en agence, et du coup il y a une réflexion entre eux pour choisir quelle boîte de production ou quel photographe il faut choisir pour telle campagne de publicité par exemple. Donc si tu es en relation avec l'achat d'art, si tu travailles dans la com, et particulièrement dans l'audiovisuel, enfin bref, en photographie, etc. Si tu connais des gens dans ces pôles-là, dans différentes agences, ça peut être un gros atout parce que derrière, les acheteurs d'art, c'est comme ça qu'on dit d'ailleurs, vont pouvoir proposer ce que tu fais aux créatifs, et derrière, si ça leur plaît, et notamment directeur de création, tu vas pouvoir être embauché, tu vas pouvoir travailler en tant que freelance, en tant qu'indépendant avec l'agence de communication. Donc ils vont sous-traiter le travail avec toi. Ce que je veux simplement en fait, que tu te rendes compte, c'est qu'il faut connaître les bonnes personnes quand tu travailles avec ces structures-là. Quand c'est des plus petites structures, il suffit de connaître parfois le fondateur. Quand je te dis il suffit de connaître, je sais que c'est pas forcément facile, mais ce que je veux te dire, c'est qu'il faut commencer à entretenir une relation, ou il faut en tout cas chercher à avoir une relation avec ces personnes-là. Pas forcément intéressé dès le début, il suffit, voilà, tu vois, il y a des endroits où tu peux traîner, enfin, ne serait-ce qu'en soirée, où il y a des applications comme Shaper, je te mettrai le lien en description. Il s'agit de réseauter, et notamment sur LinkedIn, et d'essayer d'être en contact avec ces personnes-là. Parce qu'en France, si tu veux bosser avec ces structures-là, le copinage est quasiment obligatoire. La fille dont je te parlais, donc l'abonné qui regarde peut-être ou qui écoute ce podcast, elle a un super CV, elle a un super book, je veux dire, pardon, le CV on s'en fiche. Elle a un super book, mais en France c'était compliqué parce qu'elle n'arrivait pas à ouvrir les portes tout simplement. Moi je connaissais notamment une personne, j'ai pu la mettre en relation. Alors je peux pas le faire avec tout le monde, donc ça sert à rien de m'envoyer un message, je le ferai pas parce que sinon je vais recevoir 10 milliards de demandes par rapport à ça. Mais moi je connaissais quelqu'un, et elle avait une niche en plus, donc elle pouvait faire plein de trucs, mais elle avait notamment une spécialité. Moi je connaissais une boîte qui aurait pu être intéressée par ses services, et du coup je l'ai mis en relation avec cette boîte là parce que moi je connaissais des gens dans cette boîte. Donc ça a été facile, elle a eu un entretien où elle va l'avoir, il me semble, je sais même plus, mais du coup ça lui a permis de franchir une porte simplement parce qu'elle me connaissait et moi je connaissais quelqu'un qui connaissait quelqu'un. Tu vois un petit peu le truc. Ce que je suis en train de te dire, c'est pas qu'il faut m'envoyer un message pour essayer de se faire pistonner. Honnêtement, j'ai pu le faire 2-3 fois, mais je peux pas parce que là ça devient compliqué, je reçois de plus en plus de mails, etc. Bref, j'essaye d'aider un maximum, mais comme ça je peux pas. En tout cas, je peux plus. Je le fais au cas par cas de manière ultra exceptionnelle, mais du coup inutile de me le demander. Ce que je veux dire juste par là, et c'est comme ça que j'essaye de t'aider, c'est qu'il faut que tu sois conscient ou consciente que les portes des boîtes qui emploient beaucoup de freelance sont fermées, ou en tout cas très souvent fermées si tu connais pas la bonne personne en face. Et du coup, il faut que tu fasses ce travail de réseautage, de copinage avec les personnes qu'il faut. Une fois que tu as ce réseau-là, moi j'ai des amis qui sont freelance, qui ont un super réseau et qui bossent qu'avec des agences. Tu peux. Moi, c'est pas ce que je préfère, c'est pas ce que je t'encourage forcément à faire à long terme. Ce que je te dis en général, c'est qu'il faut que tu bosses en direct avec des clients parce que ça paye beaucoup mieux que les agences. Mais pour commencer, ça peut être intéressant de bosser avec des agences. En tout cas, je connais des gens qui sont freelance depuis longtemps et qui ne travaillent qu'avec des agences parce qu'ils ont un bon réseau de personnes en agence tout simplement. Ce sont souvent des personnes qui comme moi ont commencé à bosser dans des agences de com. Quand je dis agence, c'est des agences de communication et de publicité.
Ça peut être, mais je mets dans le même panier les boîtes de production, etc., les studios de design, enfin ce genre de trucs, quoi. Ce sont des personnes souvent, qui ont bossé d'abord en tant que salariés en agence et qui derrière se lancent en freelance et qui ont un gros filet de sécurité parce qu'ils ont un très très bon réseau à ce niveau-là. Mais il faut être conscient de ça, il faut être conscient qu'il faut réseauter, faire du copinage. C'est con, mais c'est comme ça en fait. Enfin, encore une fois, comme dans le podcast d'hier, tu vois, soit on pleurniche et on se dit ah c'est pas juste, soit on essaye d'aller dans ce sens-là, de trouver des solutions. Et la solution pour ça, si tu veux commencer, notamment avec des agences et ce genre de structures qui emploient des freelances, c'est de réseauter. Bon, j'espère que ça t'a été utile. C'est pas une fatalité, il y a forcément des agences que tu peux contacter des agences qui te répondront même si tu connais personne dedans, hein. Je veux dire forcément il y a des exceptions, ça peut arriver, tout n'est pas noir, tout n'est pas ne t'empêche pas d'écrire à des agences même si tu connais pas quelqu'un dans l'agence en question, mais c'est important de le savoir. Le copinage ouvre beaucoup de portes et pas qu'en freelancing, en tout cas c'est le cas en France. J'espère que ça t'a aidé, j'espère que ça t'a été utile. Je te rappelle que tu peux télécharger ma formation vidéo gratuite pour trouver des clients rapidement en freelance sur le i si tu es sur YouTube, sinon tu as le lien en description dans le podcast. Tu peux aussi liker la vidéo et t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait sur YouTube. Tu peux, si tu es sur le podcast, liker le podcast tout simplement sur SoundCloud et laisser une review sur iTunes. Je te souhaite un très très bon week-end. Je te dis à mardi 18h comme d'habitude. En attendant, n'oublie pas, vie sans limite. À plus.